Bienvenue à l'émission. Mon invité aujourd'hui est Madame Linda Noël. Est-ce que ça commence à sentir l'été chez vous? On est déjà rendu à la mi-juin et bon, j'espère que ça commence à sentir l'été parce qu'aujourd'hui, j'ai une invitée qui est très sympathique, qui est aussi la présidente du Cercle des handicapés visuels Ville-Marie. Et c'est un club qui est très dynamique avec beaucoup d'activités. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous faire connaître en premier lieu la présidente, donc comme je vous l'ai nommé en introduction, c'est Madame Linda Noël. Bonjour Linda. Bonjour. Ça va bien? Oui. on parlait un peu avant de commencer officiellement l'entrevue que ça fait plusieurs années qu'on se connaît, mais qu'on n'a pas vraiment jamais eu l'occasion de jaser de nous-mêmes. Puis, bon, c'est sûr que dans le milieu des personnes handicapées visuelles, il y en a très certainement beaucoup qui te connaissent, mais moi, le but avec mon projet, vu que je suis quand même de nature curieuse, c'est de te connaître et de faire connaître aussi à ceux qui ne te connaissent pas. Alors, si tu es d'accord, puis si ça te tente, si tu veux nous parler un petit peu de toi, à partir du début de ta vie, nous dire peut-être ton handicap, ça part de où? Tu es né où d'abord? Pour commencer, moi, je suis venue au monde dans le centre-sud de Montréal. Ah, OK. Oui, près du pont Jacques-Cartier. Ah. C'est là où j'ai grandi. J'ai demeuré là pendant plus de 49 ans, dans le centre-sud. Et puis, j'aimais beaucoup le quartier et tout ça. Et puis, j'ai fait mes études primaires, secondaires dans le quartier. J'ai fait un DEC, un diplôme d'études collégiales au cégep de Rosemont. Et puis, j'ai travaillé dans différents petits emplois. Et puis, entre autres, j'ai travaillé en garderie. J'ai travaillé comme technicienne en garderie. Et puis, alors, c'est technicienne. Il y en a qui disent éducatrice en garderie. Il y a différents termes. Oui, OK. Bon, pour ça. Et puis, c'est ça. Puis là, en 1983, le 19 de mai, là, ma vie a complètement changé. Parce que j'ai eu des problèmes. Mais c'est-à-dire que moi, je suis venue au monde pour commencer aveugle de l'œil droit, dû à un glaucome congénital. J'ai jamais vu de l'œil droit. Okay. Jamais. Je suis complètement aveugle de l'œil droit. L'œil gauche, j'étais myope. J'étais myope de l'œil droit, de l'œil gauche, excusez. Mais j'étais quand même capable de faire toutes mes études dans une école régulière. Sans adaptation? Sans adaptation. Moi, j'étais à l'école des années 60, hein. Fait que les adaptations dans les écoles, il n'y en avait pas. Okay. C'est-à-dire, c'était nous autres à s'adapter. Et puis, même que la première fois que ma mère est venue avec moi pour m'inscrire à l'école, quand j'avais 6 ans, la directrice de l'école, une religieuse, parce que c'était une école religieuse, elle lui a dit, ma mère lui a dit, il faudrait qu'elle soit assise en avant parce qu'elle ne voit pas beaucoup. Puis, elle a répondu, c'était la mentalité de l'époque, c'est infirme qu'elle aille à l'école des aveugles parce que nous autres, des infirmes, on n'en prend pas. Fait que ça a été mon premier bonjour dans une école. Fait que là, à partir de là, il a fallu que ce soit mon médecin, qui avait une de ses sœurs qui était religieuse, qui a fait des pressions. En tout cas, finalement, ils ont fini par m'accepter, puis ils ont bien vu que je suis capable de suivre les cours comme les autres, il n'y avait pas de problème. Sauf que c'est sûr que j'avais des petites adaptations. Je travaillais avec une loupe, puis il fallait que je sois assis en avant. Puis souvent, je me levais pour me coller proche du tableau pour être capable de lire sur le tableau qu'est-ce qui était écrit, puis tout ça. Et puis, mais j'ai toutes fait mes études comme ça. Et puis, c'est ça, à l'âge de 25 ans, le 19 de mai. Et puis, j'ai su que j'avais des problèmes à mon œil gauche, que la rétine était décollée. Et puis, j'ai été opérée plusieurs fois durant l'été. J'ai eu du laser, mais dans les années 80, le laser, il commençait. Donc, ils ont collé ma rétine, mais ils l'ont brûlée. Fait que je vois plus du tout. Oh boy. Et puis, ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai consulté 3 spécialistes parce que, je veux dire, on ne suit jamais à juste ça, pour voir s'il y avait quelque chose à faire. Puis, il y a un des spécialistes que j'avais vu au mois de mai, que j'ai revu le 23 septembre, puis il m'a dit, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, ta rétine est brûlée, elle est collée, mais brûlée. Et puis, il n'y a plus rien à faire. Va chercher ta pension d'aveugle parce qu'il n'y a plus rien à faire pour toi.
Fait que là, ben, je suis retournée chez nous, puis là, c'est sûr que j'avais pas mal le taquet-bas, hein, j'en ai pleuré une shot, comme on dirait. Et puis, là, je connaissais pas les ressources, puis là, il m'avait pas donné aucune ressource, je connaissais rien du tout. Mais Et- oui. je veux juste faire un petit retour. Quand là, tu as réussi à faire tes études, bon, en te débrouillant à peu près là, normalement. Après ça, quand tu as travaillé comme en garderie dans ces années-là, est-ce que tu t'étais comme identifié comme ayant un problème de vision pour avoir un emploi ou pas? Comment ça fonctionnait un peu Ben, pas du tout, parce que je m'étais aperçu que quand je le disais que j'étais aveugle d'un œil, ben, automatiquement, il prenait pas ma candidature. Fait que je le disais pas. Mais en garderie, ça s'apercevait parce qu'il s'apercevait beaucoup, tu sais, que j'avais une basse vision, là, tu sais. OK. Fait que, mais je réussissais quand même à me débrouiller avec les enfants puis tout. Sauf que ce qui est arrivé dans les garderies, c'est que on m'engageait comme, ben le terme, là, c'est comme bouche-trou si on veut. Uh-huh. C'est que il m'appelait quand il manquait du personnel. Tu sais, à la dernière minute, le matin à 5h30, il m'appelait, il me disait, bon, il y en a une qui rentre pas aujourd'hui, tu peux-tu rentrer pour 6h30, 7h? C'est ça, dans l'après-midi, une tombait malade, tu peux-tu rentrer tout de suite, il y en a une qui est malade, puis tout ça. Fait que... T'étais sur une liste d'attente. Ouais, j'étais comme sur une liste d'attente. Et puis, quand il arrivait des entrevues pour des postes permanents, ben, à chaque fois, il me disait, ah, ben non, t'as pas assez de vision, on peut pas te prendre, puis tout ça. Mais je me disais, ben, peut-être qu'à un moment donné, je vais réussir à faire ma place comme les autres. Puis, effectivement, en 82, un an avant de tomber aveugle, j'avais réussi à avoir un poste permanent en garderie. D'accord. Juste un an avant de tomber aveugle, j'avais réussi à avoir un poste en garderie. Et puis, ça allait très bien. Moi, j'adore les enfants, surtout les tout-petits, fait que ça allait très bien. Puis, je réussis à me débrouiller, puis à m'organiser. Parce que j'étais myope de mon œil, mais je voyais quand même assez pour me débrouiller, là, tu sais. C'était le genre, tu sais, pour pouvoir lire une rue, le nom d'une rue, fallait que je me mette comme presque en bas du poteau pour pouvoir lire le nom de la rue, mais j'étais capable de le lire. Fait que ma vision était quand même pas si pire. C'était plus que, tu sais, pour être reconnu handicapé visuel, vous êtes 20 sur 200. Moi, c'était beaucoup plus que 20 sur 200 que j'avais. OK. Fait que j'étais quand même capable de m'organiser, tu sais, avec les enfants, tout ça, c'était quand même sécuritaire. Fait que tout ça. Mais c'est ça, là, en 83, quand j'ai perdu la vue complètement, ben là, c'est sûr que là, je pouvais plus travailler. Puis en garderie, dans ce temps-là, on n'avait pas aucune protection. Tu sais, on n'avait pas de syndicat, on n'avait rien, on n'avait pas de congé de maladie. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, j'ai tombé sur l'aide sociale. Et puis là, ben c'est ça. Tu sais, Je connaissais aucune ressource. non, je connaissais aucune ressource. On essayait de trouver des ressources. Puis moi, ma fête, ça c'est le 23 septembre. Ma fête, c'est le 4 octobre. Fait que moi, à ma fête, je disais à ma mère, tu vas aller me chercher une canne blanche. Parce que là, je dis là, moi, il faut que j'essaye de me débrouiller, puis m'organiser, me déplacer. Ah, ta fête, c'est le 4 octobre? Oui. Ah, c'est vrai. Moi, c'est le 3. Ah oui, bon, des balances. Mais oui. C'est un bon signe. J'en rencontre pas si souvent, des balances. Non, c'est ça. Et puis, c'est un signe qui est très énergique, puis ça. Puis là, moi, j'avais passé l'été chez nous à me promener de dehors, parce que c'était en été, de dehors, dans la maison. Puis, moi, j'avais un logement. Mais là, j'étais revenue chez ma mère depuis le mois de mai. Et puis, mes parents travaillaient, mes frères allaient à l'école. Fait que j'étais toute seule toute la journée. Fait que Vous je trouvais êtes ça une famille ben, nombreuse? oui, on est 6 enfants, Ok. 3 garçons, 3 filles. Ok. Je suis la seule qui est handicapée visuelle. Et tu te situes où dans la... La 4e. OK. La 4e, j'ai 2 garçons qui me suivent. OK. Et puis, c'est ça, il n'y a aucun problème de vision. Les grands-parents, les ma tante, les mononcles, je suis la seule qui a un problème de vision. OK. Fait que, mais il faut dire que moi, je suis venue au monde avec des anévrismes au cerveau et qui sont inopérables. Et puis, ils m'ont toujours dit que c'était ça qui faisait que j'avais perdu la vision, que j'avais perdu l'audition, puis tout ça. C'est probablement la cause de ça. C'est une maladie très rare, là. Parce que tu as un problème auditif. Oui, j'ai un aussi. problème auditif aussi. OK. Fait que c'est une maladie très rare. Ça s'appelle le syndrome de Moya-Moya. Oh. M-O-Y-A, trait d'union M-O-Y-A. Et puis, ils ont découvert ça après la Deuxième Guerre mondiale. C'est le fœtus qui est attaqué par la poussière de plomb, qui est contaminé par la poussière de plomb. Oh boy, OK, ça que c'est des répercussions Oui, directes avec la... puis à l'époque, mon père travaillait chez Miron, la compagnie de ciment, la cimenterie Miron. Oui. Puis il faisait de la peinture de camion. Puis dans ce temps-là, il ne mettait pas de masque, rien.
Fait que, puis il y avait beaucoup de plomb dans la peinture, puis ils prétendent que ce serait peut-être ça qui aurait fait que j'aurais été contaminée. Par contre, tu vois, mes 2 frères sont venus au monde après moi à 5 ans de différence, puis eux autres, ils n'ont aucun problème. Fait que c'est juste moi. Fait qu'ils prétendent que ce serait peut-être ça, mais ils sont pas tout à fait sûrs. Ça peut être comme un hasard. C'est ça peut être comme un hasard aussi, là, tu sais. Fait que je gagne jamais à la loterie, mais ces choses-là. fait que c'est ça. Fait que là, ben, tout. La canne, ouais, tu disais. Ouais, c'est ça. Je suis allée chercher la canne. Ma mère était allée chercher la canne de ma fête. Puis je dis à ma mère, moi j'aime ça jouer aux cartes, amène-moi un paquet de cartes. Puis là, naturellement, le paquet de cartes était en braille. Fait que là, je ne pouvais pas lire le braille, mais je m'étais dit, ben, tu sais, tant qu'à niaiser, on va faire de quoi. Mon père, il m'enlignait mes cartes de 1 à 12. Et puis le matin, puis là, ben, je taponnais là-dessus durant la journée. Puis je regardais les points, puis tout ça. Puis je me disais, à un moment donné, m'a fini par trouver le truc, puis tout ça. Fait que, puis là, à un moment donné, ma soeur, qui était en congé de maternité, elle me dit, on va aller au centre Champagnat, on va m'inscrire pour un cours d'ordinateur, je vais aller te chercher. Bon, elle m'emmène avec elle. Tout bonnement, pendant qu'on attendait, elle voit passer Lise Cloutier, qui travaillait au centre Champagnat. Oui. Elle me dit, ben Moses, elle dit, je viens de voir une madame passer avec un chien. Puis la fille qui était là, elle dit, ben oui, puis elle dit, elle travaille ici. Fait que ma soeur a dit, oui, on va aller la voir. Parce que ma soeur est psychologue. Elle travaille à l'hôpital de Rivière-des-Prairies. Elle était à sa retraite, mais elle travaillait à l'hôpital de Rivière-des-Prairies. Elle me dit, on va aller la voir. En tout cas, est-ce que c'est ta sœur qu'on voit des fois à l'association ou une autre? Non, c'est une autre de mes sœurs. OK. Et puis, c'est Francine qu'on voit souvent à l'association qui vient nous aider. Oui. C'est la plus vieille chez nous, c'est l'aînée. OK. Et puis, on est allé voir Lise Cloutier. On était 2 heures dans son bureau. Puis quand on est sorti, on avait toute une liste d'endroits où je pouvais aller. Nazareth-Loubraille, l'audiothèque, entendre les livres. Dans ce temps-là, c'était la magnétothèque. Oui. En tout cas, j'avais tous les noms des associations sportives, la SAM, tous les clubs de loisirs. Elle m'avait tout écrit ça sur un papier. Ça a été toute qu'une rencontre. Ça, oui, toute une rencontre intéressante. Puis en tout cas, j'étais super contente. Quand on dit des fois dans la vie, il arrive des choses, des bons hasards. Là. En tout cas, ça a vraiment bien tombé. Fait qu'à partir de là, j'ai contacté Nazareth Loubraille. Dans ce temps-là, il était au 1255 Beauregard. Oui. Et puis, on a été rencontrés, moi et ma mère, on a été rencontrés une travailleuse sociale. Puis là, on a parlé, tout ça, de mon intégration, tout ça. Mais elle voulait pas que je commence tout de suite à apprendre le braille puis la réadaptation. Parce qu'elle disait, il y a une période de deuil, puis tout ça, il faut vivre son deuil, puis tout ça. Mais moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit, si je me retourne chez nous, là, 6 mois, là, c'est à Hippolyte-Lafontaine, vous allez me rentrer, parce que j'ai dit, moi, 6 mois dans la maison à rien faire, là, j'ai dit, je vais complètement déprimer. C'est ça, t'avais un besoin de faire quelque chose. Ah, ben oui, parce que moi, j'ai toujours fait du bénévolat, même si je travaillais à l'époque, tout ça, j'ai toujours fait du bénévolat. Ça a toujours été, j'ai toujours fait du bénévolat. Fait que je me disais, non, ça fait déjà depuis le mois de mai que j'étais à la maison à rien faire. Je dis, non, il faut absolument que je fasse de quoi. Fait que pour toi, le deuil il était fini, là. Ben, pas vraiment, parce que je veux dire, j'étais encore des fois déprimée, puis ces choses-là, je trouvais ça très dur des fois. Mais je me disais, faut que je bouge. Faut qu'il se passe quelque chose. Faut qu'il se passe de quoi, tu sais. Okay. Je me disais, rester chez nous à pleurer. C'était pas la solution. Non, c'était pas la solution. Fait que là, ben, j'ai commencé à suivre des cours, et puis avec Jacques Caron, j'ai appris le doigté du dactylo. Et puis, avec Lise Monette, j'ai appris le braille, puis j'ai commencé des cours de mobilité avec des professeurs de mobilité. Et puis, dès le mois de janvier, quand j'ai commencé mes cours de mobilité, j'ai dit, non, moi, je vais avoir un chien guide. Ça avait toujours été quand j'étais jeune. Parce que moi, le médecin m'avait dit, vers l'âge de 13-14 ans, à peu près, il m'avait dit, on a bien peur de l'adolescence, parce que c'est là qu'il y a bien des transformations, puis ça se peut que tu perdes la vue à ce moment-là. Ça se peut que ton œil, vu que tu as juste un œil, puis tout ça. Fait que moi, je m'étais dit, ben, je vais aller me chercher un chien guide. Tu sais, ça avait toujours été dans ma tête. OK, c'est d'accord. On t'avait quand même un peu préparé que... Éventuellement, ça pouvait être une possibilité. OK. Parce que il me disait, ben, avec mes anévrismes, tout ça, mais tu sais, dans ce temps-là, il connaissait pas encore ça tellement. Ça n'existait pas la résonance magnétique à cette époque-là, puis tout ça. Fait qu'il pouvait pas vraiment voir qu'est-ce qu'il en était. Mais il m'avait dit, peut-être. Fait que, puis là, ben, quand j'ai perdu la vue, j'étais quand même rendue à 25 ans, je me suis dit, bon, j'ai quand même fait un bout. Et puis là, ben, c'est ça, en janvier, j'ai rencontré Hélène Guérette.
Puis là, je lui ai dit, ben je veux avoir un chien guide. Fait que là, on a commencé les cours de mobilité. Puis au mois de mai 84, j'ai eu mon premier chien guide. J'ai rentré pour la première fois en classe de chien guide en 84. Mais j'ai pas été chanceuse parce que moi, je demeurais juste en face de la ronde. Et puis quand j'ai sorti de classe le 17 de juin, puis le 24 de juin, il y avait eu un premier feu d'artifice. Mon chien avait eu super peur. Ah, il y en a beaucoup qui ont peur de ça. Ben oui. Puis le 1er juillet, ben là, ça a été la cerise sur le Sunday. Le chien a eu tellement peur. Il a sauté par-dessus la petite clôture qu'on avait. On avait une clôture de 3 pieds à peu près. Il a sauté par-dessus la clôture, puis s'est sauvé. Puis il y a eu une peur bleue. Fait que j'ai perdu mon chien. Je l'ai eu seulement 6 semaines, le premier chien. Aïe, aïe, aïe. Mais à l'époque, à Mira, c'était des chiens qui nous étaient donnés. Donc, ils ne connaissaient pas vraiment le passé des chiens. Okay. Tu sais, les chiens, ils arrivaient à Mira, des fois, il y avait déjà 1 an. Fait qu'ils ne connaissaient pas vraiment le passé. Il y avait déjà un vécu que les autres ne connaissaient pas. Non, c'est ça. Puis Éric Saint-Pierre, ben, tu sais, il n'y avait pas vraiment de chenil comme tel. Puis c'était pas équipé comme c'est maintenant. Parce là, que Mira, ça a commencé en quoi, 1960? En 80, je pense que ça a commencé en 81, je pense. Oh boy, OK, ça Oui, faisait pas longtemps. Non. C'était vraiment des premières classes qu'ils faisaient, puis ils faisaient pas autant de classes qu'ils en font là. Fait que c'était vraiment le début, là, tu sais, qui commençait. Fait que j'ai eu mon chien 6 semaines. Et puis c'est ça, puis dans ce temps-là, les classes se faisaient à Nazareth, là, au 1255 Beauregard. En haut, là, je sais pas quel étage c'était, là, mais c'était complètement en haut. On avait notre hébergement là, puis c'est là qu'on passait notre mois, à Nazareth-Loubraille, au 1255 Beauregard. Fait que j'ai perdu mon chien, j'ai eu bien de la peine parce que c'était quand même le premier chien, puis ça faisait pas 1 an que j'étais aveugle quand j'ai commencé à la classe. Puis quand même une classe de chien guide, j'imagine qu'à cette époque-là, ben vous restiez 1 mois hébergé. C'était quand même beaucoup de travail aussi là pour s'habituer puis apprendre. Ah ben oui, c'était bien difficile parce que c'est ça, c'était pas évident là, prendre l'ascenseur, puis c'était loin où on allait pour faire les besoins du chien, on descendait en bas, il fallait traverser toute l'imprimerie. Et puis, dans la cour, c'était complètement à l'autre bout de la cour. En tout cas, c'était tout un périple pour se rendre là. Parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent la bâtisse du 1255 Beauregard. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était une immense bâtisse. Il y avait des grands passages là-dedans. J'en parlais avec d'autres invités. Là. Moi, je suis allé à l'école, là, puis quand on passait admettons, du gymnase à la cafétéria jusqu'à nos modules qu'on allait le midi, on traversait la bâtisse de bar en bar. Là, c'était... Ah oui, on faisait nos marches, là. Oui, c'était très, 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 très grand. C'était immense comme terrain. Même que nous autres, c'est ça, au début, là, on pratiquait à l'intérieur avec les chiens, puis je te dis que on passait pas nécessairement toujours dans le même corridor. Là, on pouvait marcher longtemps sans prendre le même corridor. Le même passage. Fait que, ben oui, même qu'ils nous faisaient il nous faisait pratiquer des fois, il nous descendait en bas, où il y avait les tuyaux, puis tout ça, puis la chaufferie. Puis là, il me disait, faut que tu te rendes à tel endroit, tu sais, avec ton chien, puis tout ça. Puis je te dis qu'on en faisait du kilomètre avant d'être capable, des fois, de retrouver la place, puis tout ça, là, tu sais. Parce que dans ce temps-là, on n'avait pas de GPS, rien, tu sais. Fait que c'est ça, puis on connaissait pas. Ben, ceux qui avaient la chance, comme moi, j'étais la première année, la première classe, j'étais avec une fille qui avait été à Nazareth-Loubraille, qui était aveugle de naissance. Elle avait la chance, fait qu'elle m'emmenait au gymnase, on allait jouer au gymnase, on allait faire de la trampoline au gymnase, puis tout ça, parce qu'il faut dire que c'était bien équipé, par exemple, Nazareth-Loubraille, oui. Il y avait des tables de Mississippi, il y avait toutes sortes d'affaires, il y avait même une piscine, je me souviens, on était allé se baigner une couple de fois, parce qu'elle m'emmenait, puis elle me disait, ben regarde, on va aller à la piscine, puis tout ça, elle connaissait la place. Ah, c'est ça, elle la bâtisse, pour elle n'avait pas de secret, là. Ben non, c'est ça, tandis que nous autres, on était juste 5, fait que les 4 autres, là, on connaissait pas la bâtisse du tout, tu sais. Fait que, tandis qu'elle, elle nous emmenait partout, tu sais, elle nous disait, ben oui, il y a un gymnase, on vous emmenait à la piscine, elle nous voyageait. Puis elle nous emmenait, parce que le soir, on n'avait rien à faire, tu sais, le soir, on était laissés à nous autres mêmes. Mais il y avait un instructeur qui restait avec nous autres, mais on était quand même, tu sais, on était laissés à nous autres mêmes. Pas vraiment d'activité. Non, il n'y avait pas d'activité, pas vraiment d'encadrement comme tel, tu sais. Fait que au début, ben, on jasait les premiers soirs, tu jases tout ça, mais là, après une semaine, là, t'as pas mal compté de fait le tour de ta vie, là.
Fait que, tu manques de sujet de conversation, si on veut, là. Fait que... Faut trouver autre chose à faire. Ben, c'est ça, faut trouver d'autres activités à faire, tu sais. Même qu'à un moment donné, moi, je les ai emmenés, je savais on avait été dans la journée, il y avait un Dunkin' Donuts, là, sur la rue principale, là, comment ça s'appelle, pas loin de Beauregard, la rue Curé-Poirier. Il y avait un Dunkin' Donuts. Et puis, on avait été manger un beigne un soir au Dunkin' Donuts. On s'était sauvé des instructeurs en faisant croire qu'on allait à la piscine, puis on avait été manger un beigne au Dunkin' Donuts avec nos chiens. Est-ce que c'est parce qu'en théorie, vous n'aviez pas le droit de sortir? Non, le soir, on n'avait pas le droit de sortir parce qu'il y avait qu'un instructeur qui restait avec nous autres. Fait que elle, tout ce qu'elle faisait, là, dans le temps, c'était juste des filles. Tout ce qu'elle faisait, elle, c'était de voir quand on allait au besoin avec les chiens et ces choses-là, mais on n'avait pas le droit de sortir de la bâtisse. On avait le droit d'aller partout dans la bâtisse, mais pas de sortir à l'extérieur. OK. Fait que, parce qu'ils trouvaient qu'on n'était pas assez habitués avec nos chiens. Au début, là, ils trouvaient qu'on n'était pas assez habitués. OK, c'était fait que, ça. ils voulaient pas qu'on sorte avec nos chiens du tout, là. Tant on sortait. On pouvait commencer à sortir les rues autour, comme dans la 4e semaine. Là. Ils nous suivaient de loin, mais encore là, ils nous suivaient. C'est on ça, n'avait pas le droit de sortir c'était tout des seul. sorties Supervisées, c'était toujours supervisé. Okay. Fait que c'est ça. Mais un soir, je m'étais dit, c'était plate, puis il faisait super beau, puis tout ça, puis je m'étais dit, on va aller prendre une marche. Puis on avait été jusqu'au Dunkin' Donuts, puis on avait été manger un beigne. Fait que, puis là, ben c'est ça. J'ai perdu mon chien. Mira m'a enlevé mon chien parce que là, il était vraiment plus capable de sortir. Il avait eu tellement peur, on l'avait retrouvé. Mais il avait eu tellement peur qu'il était plus capable de sortir. En septembre, j'ai eu un deuxième chien. Et puis là, c'était un collet qui était super. C'était les expos qu'il avait donné à la fondation. Il s'appelait d'ailleurs Expo. C'était un collet. Dans le temps, le Mira, il prenait un peu n'importe quelle race, là, ou à peu près. Puis c'était un vrai collet, là. Et puis, comme on rêvait, moi, j'ai été élevée avec Lassie, là, tu sais, à la télévision. Oui. Fait que, tu sais, c'était un rêve d'enfant d'avoir un collet. Fait que, mais encore là, j'ai pas été chanceuse, je l'ai eu 2 mois. Parce que, il avait passé les examens à Mira, tout, au mois de juillet, tout était bien beau. Et puis, fin octobre, il s'est déclaré un cancer des ganglions. Ah, non. Et puis, ben oui. Fait que là, moi, je le croyais pas. Au début, il traitait pour de l'anémie et tout ça. Puis à un moment donné, ben, on est allé directement à Saint-Hyacinthe. Ils ont fait des tests, des biopsies, puis tout ça, puis le diagnostic est tombé. C'était des cancers des ganglions. Et puis, fait que là, ben, je l'ai pas fait piquer tout de suite, parce que là, c'était mon deuxième, puis là, ben, émotivement, j'étais pas prête à ça. Je l'ai ramené à la maison, puis tout ça, puis là, ben, j'ai fait mon deuil. Et puis, le 13 de novembre, j'ai été faire piquer mon chien. Fait que ça faisait 2 mois que je l'avais. Fait que, puis ça, j'ai trouvé ça très dur. Puis c'est là, pas mal, que j'ai vécu le deuil aussi de ma perte de vision, puis tout, parce que là, ça faisait quand même 2 chiens. 2 chiens que ça fonctionnait puis pas. la perte de vision, là, tu sais, que ça faisait 1 an, là, que j'étais aveugle, puis tout ça, là. Fait que j'ai trouvé ça bien difficile, mais j'ai quand même continué. J'ai continué à faire mes affaires, puis tout. Et puis, comme je suis très tenace, j'ai rentré à la classe de chien guide au mois d'avril 85. OK. Et puis, j'ai eu mon 3e chien. Et puis, là, ça a été super. Là, ça a été, c'était un Golden Retriever. C'était Taxi qu'elle s'appelait, une femelle. Et puis, elle, je l'ai eue pendant 8 ans. Mais ça a été vraiment... J'ai eu 8 ans comme chien guide, puis je l'ai gardé jusqu'à sa mort. Elle décédait à 12 ans. Ah. Puis, comme c'était Eric qui l'avait eu en famille d'accueil chez lui, et puis qu'il l'avait lui-même entraîné, tout ça, c'était vraiment Eric qui l'avait entraîné. Je l'ai eu, elle était tout jeune quand je l'ai eu. Elle avait 18 mois. Même pas 18 mois quand je l'ai eu. Et puis, elle était tout jeune quand je l'ai eu. Et puis, elle avait même pas 18 mois quand je l'ai eu. Et puis, mais c'était un super de bon chien. C'était le meilleur de mes chiens que j'ai eu. Et puis, là, ça a été vraiment... Là, ça a super bien fonctionné avec Taxi, puis tout ça, ça a bien été. Oui, là, tu l'as eu quand même assez longtemps. Oui, je l'ai eu quand même assez longtemps. Puis j'ai même commencé à travailler avec Taxi à la prison de Bordeaux. J'ai travaillé à la prison de Bordeaux de 1987 à 1993. Ah oui, tu as travaillé dans une prison? Oui, comme téléphoniste. Ah oui? Et puis, oui, j'adorais mon travail, puis ça allait bien. L'intégration avait très bien été. À l'époque, c'était l'INCA qui aidait, qui avait commencé à adapter des concours
pour des emplois au gouvernement, pour l'égalité, tu sais, dans l'égalité, dans les entrevues, puis tout ça. Il avait commencé à adapter les entrevues, puis tout, pour que justement, on soit favorisé dans les entrevues. Parce que quand on arrivait pour des entrevues au gouvernement, on était tout de suite défavorisés, tu sais, vu le handicap. Mais l'INCA avait essayé de favoriser les entrevues, justement, pour essayer d'adapter les entrevues pour nous autres. Et puis, mais, je veux dire, on n'avait pas... c'était pas un privilège, je veux dire, c'était pas arrangé pour que nous autres, on passe absolument. Mais c'était au moins arrangé pour qu'on soit pas refusé. Oui, c'est ça, c'était à égalité, tu sais, c'était à égalité. On s'arrangeait pour qu'on soit... entre une personne aveugle et une personne voyante, que ce soit égal, tu sais. C'est ça, avoir une chance au moins. On va avoir une chance, parce que sinon, on n'avait pas de chance du tout, tu sais. Fait que j'ai passé mon entrevue, puis ça a super bien été. Et puis, j'ai réussi à être engagée à la prison de Bordeaux. Au début, c'était les directeurs les administrateurs étaient bien réticents. Tu sais, on dit, on sait pas avec le chien à la cafétéria, si le syndicat des employés va l'accepter, parce qu'il faut dire que les chiens guides, au début, hein, c'était pas facile, hein. Avec les taxis, les restaurants, on se battait continuellement pour faire comprendre qu'on avait des droits, puis que le chien guide, c'était exceptionnel, puis qu'on en avait de besoin, puis ça, il fallait se battre continuellement pour ça, pour faire accepter le chien. Tu t'es battu beaucoup pour ça? Est-ce que tu as eu beaucoup de situations Ah, ben oui, j'en ai eu beaucoup dans les restaurants, parce que moi, j'allais souvent dans les restaurants, les taxis, puis ça. Puis même que j'ai eu le transport adapté, parce que quand j'ai commencé à travailler à Bordeaux, c'était pas évident de voyagement, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, ben, j'ai réussi à avoir le transport adapté. Puis là aussi, le transport adapté, c'était des taxis souvent qui m'envoyaient. Fait que des fois, ils étaient obligés de m'envoyer 2 ou 3 taxis avant qu'il y en ait un qui m'accepte. Ah, parce que même les taxis qui étaient désignés par le transport adapté faisaient de la discrimination sur les chiens guides. Oui, ils nous refusaient. Ah ben tabarouette. On faisait des rapports, on appelait faire des rapports, mais... puis on appelait les compagnies de taxi pour faire des rapports, mais tu sais, ça tombait tout le temps de 2 chaises, tu sais, ça se rendait pas, puis ça. Puis dans ce temps-là, ben, on appelait au RAM pour faire des rapports, tu sais, on disait. Fait que, ah oui, je disais, c'était bien discriminatoire. Moi, je me souviens d'avoir été, même avec le RAM, une couple de fois dans des restaurants avec eux autres, des restaurants qui avaient payé des amendes pour voir si là, ils acceptaient les chiens guides, tu sais. Fait qu'on allait avec une personne du RAM... refaire le test pour voir, tu sais. Puis même à ça, des fois, il y en a qui fallait s'astiner, là, tu sais, il fallait leur dire. Puis là, on lui disait, écoutez, vous avez payé l'amende, ça vous a pas suffi, tu sais. Mais, non. Puis c'est ça, dans les taxis, c'était bien compliqué, parce que ça, même les taxis de transport adapté, ils nous refusaient. On avait beaucoup de difficultés avec ça, tu sais, c'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Fait, dans le temps, là, pour avoir un chien, fallait avoir de la gueule, comme on dit, puis être capable de se battre. Parce que si c'était quelqu'un qui était capable de se défendre, là, je te dis que c'était bien... il se faisait revirer souvent. Ah oui, il se faisait revirer souvent. Très souvent. OK. Fait que, ouais. Puis là, ben, j'avais été avec Serge Poulain, puis un groupe du RAM à la mairie pour réussir à avoir un feu sonore, parce qu'à la prison de Bordeaux, pour traverser la rue, j'avais pas de feu sonore, puis c'était très dangereux. Fait que, parce que la lumière était vis-à-vis de l'hôpital Notre-Dame-de-la-Merci, puis il n'y avait pas de feu sonore, puis j'avais pas de trafic perpendiculaire. Fait que donc c'était dangereux. Puis là, ben on avait été pour avoir un feu sonore, puis ça aussi, il était tellement impressionné que je demande un feu sonore, puis ça, puis je travaillais à la prison de Bordeaux, je l'avais eu tout de suite, mon feu sonore. Ça n'avait pas pris de temps, que j'avais eu. Puis ça a très bien été avec les employés là-bas, puis ça, j'ai été bien acceptée. Mais il faut dire que ma famille a toujours été avec moi pour foncer, tu sais, pour m'aider, puis m'encourager, puis ils ont toujours été là pour m'encourager, puis tout ça, là, tu sais. Ma famille a toujours été bien avec moi, pour beaucoup avec moi pour m'aider. C'est une famille proche? Oui, on est une famille proche, puis tout ça, tu sais. Ça veut pas dire pour autant qu'ils sont habitués, tu sais, ils s'habituent pas comme tel. Tu sais, comme ma sœur Francine, elle vient souvent chez moi. Mais même si ça fait quand même 33 ans que je suis aveugle, encore là, des fois, elle déplace des choses, puis elle a oublié de me le dire. Tu sais, des fois, je cherche, puis là, je trouve pas, là, je suis obligée de l'appeler, de dire « Hey, où t'as mis telle affaire? » Tu sais, ben, ils pensent pas. Tu sais, ma mère, elle demeure avec moi, fait que ma mère, elle est habituée, tu sais, elle sait qu'il faut pas rien déplacer, il faut replacer les choses au même endroit, puis ça. Mais mes sœurs et frères, ça, ils ont plus de difficultés avec ça. Vu que c'est pas au quotidien. Ben, c'est ça. Vu que c'est pas au quotidien, ils sont pas habitués à 100% avec ça. T'sais. OK.
Fait que, ouais. Mais c'est ça, ils t'aident quand même. Ils sont. Ah oui, ils sont toujours derrière moi pour m'encourager, puis m'aider, puis tout ça tout le temps, là, tu sais. Dire t'es capable, puis vas-y, puis tout ça, tu sais. Et puis, même à ça, j'ai toujours, quand je suis devenue aveugle, j'ai continué à faire du bénévolat pareil. Puis j'ai continué à faire du bénévolat dans différentes choses. Puis tranquillement, ben, j'ai commencé à connaître les organismes d'handicapés visuels. Puis j'ai commencé avec eux autres, les organismes d'handicapés visuels, à faire des activités, tranquillement. Là, tu sais, j'allais à une activité, puis tout ça. Parce que moi, j'avais toujours fréquenté des voyants. J'avais jamais été avec des handicapés visuels. C'est ça, là. J'imagine qu'il y a l'aspect de faire des activités, de meubler son temps, puis tout ça, puis d'être en contact aussi avec d'autres personnes handicapées visuelles. Oui, c'est ça. Puis je me suis aperçue que ça me faisait du bien quand j'étais avec d'autres personnes handicapées visuelles. Parce que je voyais des gens qui avaient un handicap semblable au mien. Et puis, tu sais, je veux dire, on avait quand même, des fois, on avait un vécu semblable. Tu sais, c'était des gens qui étaient devenus aveugles. Puis j'ai appris aussi à connaître des handicapés visuels, des aveugles de naissance. Fait que j'ai appris à connaître le vécu à eux autres aussi, qui est différent de ceux qui deviennent aveugles au cours de leur vie. Là, tu sais, c'est quand même différent. Et puis, j'ai beaucoup appris au contact des personnes handicapées visuelles. Fait que, puis j'ai trouvé ça, ben, plus j'allais avec les handicapés visuels, puis plus je trouvais ça intéressant. Puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à m'apporter, puis en dehors du handicap, c'est des gens qui, tu sais, qui ont des vécus, que sont allés à l'école, ces choses-là. Fait que je me dis, c'est très intéressant que les personnes handicapées visuelles d'échanger, puis tout ça, parce que, tu sais, des fois, on a des vécus différents, on a une route différente. Mais c'est quand même intéressant, tu sais, d'être au courant. Des fois, d'avoir un truc, d'avoir une expérience de vie. Ben c'est ça. Puis c'est ça, les trucs, c'est que j'ai appris beaucoup au contact des handicapés visuels, j'ai appris beaucoup de trucs. Parce que à Nazareth-Loubraille, ils te donnent des trucs, eux autres aussi, puis la réadaptation, puis tout ça. Mais avec d'autres handicapés visuels, c'est là où j'ai appris vraiment beaucoup de trucs que j'avais pas appris avec l'Institut Nazareth-Loubraille. Parce que il me disait, ben garde, moi je fais telle chose. Ah ben oui, regardons ça, c'est plus facile. Fais telle affaire au lieu de faire telle chose. Tu vois, c'est plus facile, c'est plus simple, tout ça. Tu sais. L'Institut donne des trucs de base. Et puis après ça, bon, chacun peut y mettre sa méthode, puis ben, c'est partager ça. Puis c'est ça, partager les différentes méthodes d'adaptation, puis tout ça, tu sais. Je veux dire, puis là, ben là, c'est moi, vu que ça fait 34 ans que je suis aveugle, ben là, c'est moi qui partage ces trucs-là avec les autres, tu sais, parce que je suis présidente du Cercle des handicapés visuels Ville-Marie, et puis je suis très active, je vais au RAM, puis tout ça. Le RAM, c'est le regroupement des aveugles handicaps du Montréal métropolitain. Puis il y a le centre Bertréaume qui est là. Parce que ça fait longtemps que tu t'impliques au niveau du centre communautaire. Moi, je pense que je t'ai connu au RAM avant que tu sois, en tout cas, présidente, ça c'est sûr, là, du Cercle des handicapés visuels Ville-Marie. Mm-hmm. Je me souviens pas exactement dans quelles circonstances, mais je me souviens que tu l'es toujours, là. Oui. Très active ben, dans le oui, parce que comité. je fais partie du comité du centre Bertréaume. C'est parce que quand en 93, j'ai été obligée d'arrêter de travailler parce que j'avais un problème de santé. J'avais une névralgie du trijumeau qui découlait justement de mes anévrismes. Je vivais avec une douleur chronique. Fait que j'étais plus capable de faire des journées complètes. Je dois faire seulement des demi-journées, des périodes de repos. Après 3 ou 4 heures, 4, 5, 6 heures d'activité, il faut que je fasse une période de repos, tout ça. Fait que j'étais plus capable de travailler, j'ai été obligée d'arrêter de travailler. Puis à ce moment-là, ben là, j'ai commencé à m'impliquer plus dans les associations d'handicapés visuels après 93. Parce que là, je me suis dit, bon, ben là, je ne pouvais plus travailler à plein temps, puis tout ça. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais faire du bénévolat, je vais m'impliquer dans les activités. Fait que là, tranquillement, j'ai commencé à m'impliquer dans les activités de loisirs, puis tout ça. Puis en 93, j'ai changé de chien, parce que mon chien était rendu trop vieux. J'ai eu mon 4e chien qui s'appelait Azimut, c'était un labernois. Et puis là, j'ai commencé à m'impliquer aller plus dans les activités, puis tout ça, parce que là, je travaillais pas. Fait que j'ai commencé à aller au RAM, puis tout ça, puis aller aux activités du RAM, puis tout ça. Puis là, ben, j'ai commencé à m'impliquer au niveau du centre Bertréaume.
Et puis, quand le Centre Bertram a commencé, puis tout ça, ben pas au début, là, mais vers 94-95 à peu près, j'ai commencé à m'impliquer au niveau du RAM, là, puis tout ça. Et puis, tranquillement, pas vite. Et puis, en 2000, j'ai eu un cinquième chien. Mais là, ça n'a pas fonctionné, le chien, parce que j'étais malade, fait que j'ai pas pu faire ma classe que le chien guide. J'ai obligé de m'en revenir chez nous, fait que j'ai été m'en chercher un autre en 2001. Là, j'ai eu mon cinquième chien en 2001. Et puis celui-là, je l'ai eu longtemps, c'était Adèle, je l'ai eu longtemps, puis ça avait fonctionné, puis j'ai commencé. Et puis en 2012, vers 2010 à peu près, non, 2009 à peu près, j'ai commencé à m'impliquer au niveau du Cercle des handicapés visuels sur le conseil d'administration du Cercle des handicapés visuels de Ville-Marie. Ça, là, on va y revenir tout de suite après la pause. Mais je voudrais que tu me parles, tu t'occupes d'une association aussi pour les camps. Pour les camps pour les enfants, c'est-tu... C'est ça, c'est que depuis 1977, je suis présidente du groupe Olivier Robert en Fête, l'association Olivier Robert en Fête. Au départ, on organisait des camps pour des familles à faible revenu. Et puis, quand je suis devenue aveugle, ben là, je me suis dit, on pourrait peut-être faire des camps aussi pour les personnes aveugles. Mais c'est rien que depuis 2007 à peu près que je fais des camps pour des personnes aveugles. J'essaie d'organiser une fois par année un camp durant l'été. On va passer, ben ça dépend. Des fois, ça peut être une fin de semaine, des fois, ça peut être 5 jours. Ça dépend des prix des camps. J'essaie de trouver un camp pour des personnes handicapées visuelles. Et puis, cette année, je suis à la recherche d'un camp. J'essaie de voir les prix et tout ça pour essayer de trouver... il y a l'Étoile du Nord qui m'a offert une fin, c'est-à-dire 2 jours, du 21 au 23 août. Mais je trouve ça cher parce que c'est 300 $ pour 2 jours. Mais tout est compris, par exemple, la nourriture, le transport, les activités, tout est compris. On a une soirée de danse, on a 1 heure sur une visite sur un ponton, sur la rivière, tout ça. Puis il y a des activités tout le temps. Mais je trouve ça un peu cher, 300 $. Fait que j'essaye de voir si je ne trouverais pas d'autres choses. Sinon, ben, moi, essayer de voir, mais parce que je trouve que 300 $, c'est cher. Donc, à chaque année, c'est à recommencer. C'est de trouver une nouvelle place. Oui. C'est parce qu'avant ça, j'avais un camp où j'allais depuis plusieurs années. J'allais depuis 1988, j'allais toujours à la même place, à Saint-Hippolyte, au Lac-Bleu. Mais l'année passée, ça a changé de direction, ça a changé de directeur, puis tout ça. Et puis ça s'est beaucoup détérioré au point de vue de nourriture, puis de propreté du camp, tout ça. Fait que je voulais pas cette année retourner là parce que je me disais, l'année passée, ça avait pas été extraordinaire. Okay. Fait que c'est pour ça que j'essaye vraiment de trouver une place, là. Mais ça a l'air que ça se serait beaucoup amélioré depuis l'année passée. Ça se peut que j'y retourne là. Aller refaire un autre essai. Oui, un autre essai, fait que c'est ça, mais ça me tente pas tellement. Mais en tout cas, j'essaye de trouver une autre place. Sinon, il y a l'Étoile du Nord, comme je dis, là, qui nous a proposé du 21 au 23 août, qui serait une possibilité. S'il y a des gens qui seraient intéressés, ils pourraient toujours communiquer avec moi si jamais ils sont intéressés. Et puis, c'est pour ça que je vends du chocolat durant tout l'hiver pour ramasser des fonds, justement, pour être capable de... Puis je fais des demandes pour être capable d'organiser des camps pour baisser les prix. Amoindrir le coût, demander les coûts de dépenses, tout ça, les membres moins chers. D'accord. Oui. Ben, c'est super intéressant, c'est une belle initiative. On va faire la pause parce que ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. On va faire la pause, puis après, ben, je l'ai dit, on va parler de ton implication au Club Ville-Marie. Dont je fais partie d'ailleurs, et que je trouve très intéressant comme club. Mais on s'en reparle après la pause avec notre invitée qui est Linda Noël. Bonjour et bienvenue à la section Petites annonces et nouvelles. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de nous écrire si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions sur le projet Connaissez-vous. Notre site web se trouve à l'adresse suivante www.martinchouinard.com. Comme je vous dis, si vous voulez nous écrire, si vous voulez avoir accès aussi aux émissions depuis le début de la série en mars, c'est l'endroit tout désigné pour ça.
Ma petite annonce cette semaine, c'est concernant le Conseil canadien des aveugles de Longueuil, le CCAL, qui vous convie à son théâtre d'été, qui se déroulera vendredi le 30 juin prochain. La pièce s'intitule Pain blanc et ça se tiendra au Théâtre des Hirondelles à Saint-Mathieu-de-Belleuil, avec entre autres comme comédiennes Madame Louise Portal, Mélanie Ménard et bien d'autres. L'accueil se fera à 18h15 à l'école Jacques Ouellette, située au 1240 boulevard Nobert à Longueuil. Le départ s'effectuera à 18h30 et l'heure de la représentation, c'est 20h. Le coût, 40 $ pour les membres et leurs accompagnateurs, ainsi que 45 $ pour les invités. Vous pouvez faire vos réservations auprès de M. Martin Morin au 450-442-2008, 450-442-2008. Maintenant, mon émission de la semaine prochaine, qui sera l'émission numéro 17, mise en ligne le vendredi 23 juin, mon invitée sera Madame Jocelyne Richard, la présidente de l'Association des sports pour aveugles de Montréal. Et Jocelyne m'a donné, figurez-vous donc, un avantage quand on est aux études, qu'on est non-voyant et qu'on se qualifie de sociable. Je vous laisse vous expliquer cet avantage. Il y a toujours eu des étudiants qui ont voulu étudier avec moi, puis qui ont voulu lire avec moi, parce qu'ils disaient, dans le fond, que je leur rendais service parce que je les obligeais à ne pas attendre la dernière minute. C'est bon, ça! Oui, bien c'est ça, c'est un avantage d'avoir eu cette chance-là de solliciter du monde. Puis, mais il faut que il faut que tu sois sociable. Si tu es quelqu'un de trop introverti, je pense que tu vas avoir de la misère à te réaliser. Parce que les gens n'iront pas nécessairement spontanément vers toi et te demander si tu as besoin d'aide, si tu manifestes aucune... C'est ça. Et il faut que les gens sentent que tu as une ouverture à socialiser avec eux autres. OK. Il faut que ce soit toi qui fasses les premiers pas. Eux autres, ils sont capables de faire le deuxième, mais ils ne feront pas le premier. Pour l'intégralité de l'entrevue avec Mme Jocelyne Richard, je vous le répète, notre émission numéro 17 sera mise en ligne vendredi le 23 juin sur les différentes plateformes, le site internet, les liens sur la page Facebook de Connaissez-vous. Avant de poursuivre l'entrevue avec Linda Noël, je vous invite très fortement à aller chercher quelque chose pour prendre des notes, que ce soit votre ordinateur, votre Victor, car Linda va vous donner une panoplie d'activités qui s'en viennent au Cercle des handicapés visuels Ville-Marie. D'ailleurs, je vais vous donner le numéro de téléphone de Madame Noël, c'est le 514-255-3434, 514-255-3434. Donc, si vous avez des questions, que vous désirez vous inscrire aux activités du Cercle des handicapés visuels Ville-Marie, vous appelez Linda à ce numéro. Maintenant, de retour à justement notre invité de cette semaine. Nous sommes de retour avec notre invitée qui est Linda Noël. Puis Linda, je voulais que tu nous parles quand tu as commencé à t'impliquer sur le conseil d'administration du Club Ville-Marie. C'était quelques années, pour situer les gens, là, c'était dans le temps où c'était Marguerite Monastès qui était la présidente. Oui, c'est ça, c'était Marguerite Monastès qui était présidente. Et puis, moi, j'étais membre du conseil d'administration. Au départ, il manquait une personne sur le conseil. Il y avait eu des élections, puis il n'y avait pas personne qui s'était présenté. Il y avait un poste ouvert. Et puis, elle me l'avait proposé. Fait que moi, j'étais embarquée sur le conseil d'administration. Je m'étais dit, bon, je vais l'essayer. Déjà, je faisais partie d'autres associations. Je faisais du bénévolat et tout ça. Fait que j'ai dit, bon, je vais m'impliquer. Mais tu n'avais jamais été sur un conseil d'administration?
Oui, sur d'autres conseils d'administration, mais c'était des conseils d'administration de voyants. C'était des associations de voyants. OK, mais tu avais quand même un peu l'expérience. Oui, j'avais quand même un peu conseils. d'expérience là-dedans. OK. Je savais les réunions, puis tout ça, comment ça fonctionnait. Je connaissais pas mal le roulement. Mais au niveau des handicapés visuels, c'était vraiment là, les premières grosses expériences que je faisais. J'allais à ce moment-là, je faisais des activités comme j'allais à l'Aquaforme avec le Cercle Ville-Marie. Je faisais quelques activités avec le Cercle Ville-Marie. Et puis là, ben, je me suis dit, bon, tu sais, je vais m'impliquer encore plus. Ils ont besoin du monde, tout ça. Puis j'ai quand même des connaissances, je vais m'impliquer encore plus. Et puis, en 2012, septembre 2012, j'ai été élue présidente du Cercle Ville-Marie. Mais ça se tramait un peu que Marguerite voulait quitter. Oui, c'est ça. Quand je suis rentrée en 2009 à peu près, elle parlait déjà d'éventuellement prendre sa retraite. Et puis, elle m'avait dit, avant de prendre sa retraite, elle m'avait dit, bon, je pense que tu serais qualifiée pour me remplacer. Tu as quand même des diplômes à l'école, puis tout ça, et tu as quand même pas mal de connaissances en conseil d'administration, tu es habituée au roulement, puis tout ça. Et puis, tu es quand même capable de diriger les gens sans être trop contrôlante, mais capable de prendre, tu sais, de dire aux gens, bon, on fait telle activité, puis j'ai de l'initiative, puis ces choses-là. Fait qu'elle m'avait préparé un peu à ça, tu sais, elle m'avait dit, oui, t'es capable, je suis sûre que t'es capable. Donc, elle t'avait elle-même pressenti et un peu préparé. Oui, mais ça t'intéressait? Oui, puis non, parce qu'en 2011, quand il y a eu les élections, elle m'avait dit, je veux prendre ma retraite, je veux que tu... Puis moi, je m'étais dit, non, je suis pas prête, je me sentais pas prête. Parce que, tu sais, je me disais, je vois pas, je vais être capable. Elle était semi-voyante, je vais être capable d'être présidente. C'est une grosse association, on a au-dessus de 200 membres. Vous êtes, oui, une des plus grosses associations. associations. Oui, c'est ça, on a au-dessus de 200 membres, tout ça. Je m'étais dit, je vais être capable. Et c'est ça, chausser les oui, parce que c'était toute une histoire, prendre la place de Madame Monastès, parce que c'était tout un monument, si on peut dire. Tu sais, c'était quelqu'un qui était organisé, puis... Fait que je me disais, mon Dieu, je vais être capable de... C'était un défi. Là. C'était tout un défi. Et puis, je pense que je l'ai pas mal relevé avec succès, là, parce que ça roule notre affaire pas mal. Là. Nous autres, on a des activités pas mal, on a pas mal d'activités. On a des activités régulières, comme le lundi, on fait de l'aquaforme. Le lundi soir, il y a des quilles. On a une ligue de quilles. On a aussi du yoga le mardi matin, du yoga naturellement adapté. On a du poker un dimanche sur 2. On fait du baseball poche le vendredi. On organise à peu près 3 ou 4 tournois de crib par année, parce que les gens aiment beaucoup jouer au crib. Et puis, on organise 3 ou 4 tournois par année. Et puis, à chaque mois, on a des activités comme des sorties, on va en quelque part, ou on organise un souper avec une danse. Comme là, par exemple, le 23 juin, on fête la Saint-Jean. Oui, vous l'avez fait l'année passée. Oui, on l'a fait l'année passée, on le refait cette année, puis on va essayer d'en faire une tradition. Parce que avant, ça se faisait au RAM, au centre Bertréaume, il y avait une tradition qu'on fêtait la Saint-Jean chaque année. Et puis, quand ils ont arrêté au centre Bertréaume, j'ai trouvé ça de valeur parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui venaient. Une belle tradition qui était comme perdue. Oui, c'est une belle tradition. Parce que nous autres, c'est pas évident pour nous autres d'aller dans les grands rassemblements. Puis, c'est vraiment pas évident. Puis, aller voir la parade non plus, là, quand tu vois pas ou quand tu vois presque pas. Et puis, les grands rassemblements, c'est pas évident. Et je me dis, il y a beaucoup de gens qui sont laissés de côté. Fait que je trouvais ça important de fêter à Saint-Jean. Je trouvais ça, je suis patriotique, fait que je trouvais ça important. Et de toute façon, ça rentrait dans votre mandat de pouvoir organiser ce Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que là, le 23 juin, on fait ça au 1700 Amherst, au centre Sainte-Catherine-Alexandrie. On fait un souper avec une danse, puis ça coûte 15 $. Puis ça va commencer à 4 h dans l'après-midi jusqu'à 10 h le soir. Il va y avoir un souper, il va y avoir de la danse, puis on va faire de l'animation, puis tout ça. Puis c'est même Serge Poulain, qui est à lui-même aveugle, qui va faire la musique, avec Fernand Boucher, qui est lui aussi handicapé visuel, qui vont faire la musique. Comme l'année passée. Comme l'année passée. Et puis ça devrait être une belle soirée. Et puis après ça, ben il va y avoir le 8 juillet, on a un théâtre d'été. On va dans un théâtre d'été avec, après ça, il y a un souper. Et puis le 15 juillet, on espère organiser, si le beau temps nous le permet, un pique-nique.
au parc René Lévesque, dans le bout de la Chine. Et puis, le 12 août, en collaboration avec le ARS, on organise une croisière. On a réservé un bateau. Et puis, on organise une belle croisière. Elle va durer 3 heures avec une dégustation vin fromage. Ça, c'est le 12 août, de 2 heures à 5 heures l'après-midi. Et puis, on a toutes nos activités là, qui vont commencer en septembre. Moi, là, je vais parler en tant que membre, là. Et puis, je vais faire aussi taire les petits messieurs qui disaient que le conseil d'administration était juste féminin, là. Mais moi, j'ai été très impressionné cette année. Puis pas que je l'étais pas les autres années, là. Parce que je vais habituellement aux assemblées, puis je participe aux activités de temps en temps. Mais vous avez des belles activités pour des prix raisonnables, puis on se trompe pas, là. Non, c'est ça. On essaye d'avoir des prix quand même accessibles à tout le monde. Tu sais, comme la pièce de théâtre, tu vois, c'est 45 $. Si les gens viennent au souper, c'est 65 $, mais tu as la pièce de théâtre, le transport, les gens s'occupent de rien, là. C'est tout prévu. Oui, tout est organisé. Tout est dans le bulletin. Aussi. Aux 3 mois, on envoie un bulletin, puis on marque toutes les activités, les lieux de départ, les lieux d'arrivée pour les transports, puis tout ça. Puis comment se rendre aux différentes activités. Et puis, je veux dire, on essaye de faire quand même des activités à prix abordable. Puis on a déjà toutes nos activités prévues jusqu'en avril l'année prochaine. C'est très impressionnant. Oui, on a, tu vois, le 16 septembre, on a les pommes, on va aller aux pommes. Le 5 octobre, on s'en va au Canneberge. Dans la même journée, on va aller au fromage à Warwick. Puis on va aller aussi dans un vignoble, déguster du vin. Ça va être le 5 octobre. Le 5 novembre, on a une journée western. Et puis, on va à Sainte-Rosalie pour la journée. Il y a un dîner puis un souper de compris. Ça aussi, vous le faites occasionnellement? Oui, on essaye de le faire aux 2 ans. Parce que ça, c'est beaucoup demandé. Mais on essaye de varier les activités, pas que ça soit toujours... Parce qu'avant ça, il y allait tous les ans. Puis je me disais, c'est le fun de varier les activités, que ce soit pas toujours la même chose. Puis là, on a un dîner de Noël. On va même voir Michel Louvain en spectacle le 22 avril. On a déjà nos billets d'acheter pour le 22 avril. Hey, wow. On va voir Michel Louvain. Ben oui, le spectacle de Michel Louvain. Puis on va voir le spectacle Avalanche le 16 décembre. Ça a l'air que c'est très beau. C'est une pièce de théâtre avec de la musique de Noël, des chants de Noël, musique du jour de l'an. En tout cas, ça a l'air que c'est très beau. Ça a l'air que c'est très, très beau. Et puis, nos billets sont seulement à 40 $. Et puis, c'est avec le transport compris, tout. C'est une belle, je pense, une belle après-midi. Parce que nous autres, on va l'après-midi au théâtre, puis on essaye de faire les spectacles l'après-midi. Pour justement, parce que le soir, quand on arrive à 10h30, 11h, avec les transports adaptés, des fois, c'est pas évident. Fait qu'on essaie de faire, tu sais, comme le théâtre d'été, c'est en après-midi. Quand on va voir le spectacle Avalanche, c'est en après-midi. Michel Louvain, c'est en après-midi. C'est plus facile quand on revient à Montréal pour les transports adaptés que le soir. Parce que le soir, s'il y a un retard de le transport ou qu'ils nous ont oublié quelque chose de genre, c'est plus compliqué. Tandis que le jour, c'est plus facile. Mais ça doit vous demander quand même un travail immense, le conseil d'administration, tout planifié comme ça. C'est sûr que c'est demandable pour le conseil d'administration, là. C'est beaucoup d'ouvrages, puis avec France Durette, qui est vice-présidente avec moi, on fait beaucoup, beaucoup de recherches, puis mon comité est bien impliqué pour faire des recherches, faire du travail, puis encadrer les activités, les prévoir, essayer de prévoir le plus de choses possibles. Puis même essayer de prévoir l'impossible. Tu sais, des fois, on se dit, les imprévus, essayer de prévoir les imprévus, des fois, c'est pas trop évident, mais on essaye là, tu sais, d'être au maximum, là, de faire le plus de choses possible. Là. Parce que ce qu'on en a compris à l'Assemblée qui a eu lieu récemment, c'est que votre CA, vous êtes quand même assez tissé serré. Je veux dire, toi, tu as eu des petits problèmes de santé à un moment donné qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, pas parce qu'on ne voulait pas, mais parce que, bon, on a parlé de plein d'autres choses. Le 25 juin 2015, j'ai fait un ACV. Fait que j'ai tout paralysé côté gauche, mais là, ça va bien, ça remonte. Mais c'est sûr que ça a demandé beaucoup à mon comité. Oui, ça. Mon comité, j'ai eu beaucoup de soutien du comité, puis on était obligés d'assumer pas mal de choses à ce moment-là. Parce que j'ai été quand même 1 an là, sans reprendre vraiment les activités.
Et puis même là, j'ai repris les activités, mais je suis pas encore capable de tout reprendre. Mais tu sais, je suis obligée de déléguer beaucoup. C'est ça, de plus déléguer. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, dans l'année que tu t'as pas disparu non plus. Ah ben non, j'ai resté quand même très active, mais c'est ça, j'ai été obligée de déléguer. Mais les gens, ils apprécient parce que faut pas que ce soit toujours non plus la présidente qui assume tout. Tu sais, je veux dire, moi je suis pour la démocratie. Je me dis, dans un comité, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. C'est ça, la présidente a besoin d'être épaulée. Ben oui, parce que si tu te retrouves tout seul à mettre l'épaule à la roue, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné... Ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup, puis c'est épuisant. Fait qu'il faut que les gens de ton comité soient capables de s'impliquer, puis tout ça, puis de travailler. Puis mon comité, c'est ça, les gens de mon comité sont bien impliqués, puis travaillent bien fort. Là, votre conseil d'administration, il est complet. Oui. Mais... Tu sais, on s'entend que ça se bat pas aux portes non plus, hein, pour faire partie des conseils d'administration. Ah, ben non, c'est sûr que les gens, ils hésitent beaucoup à faire partie, tu sais, je veux dire. Mais par contre, on a des bénévoles qui s'impliquent des fois, des handicapés visuels ou même des voyants, puis ils vont nous dire, ben moi, je veux pas faire partie du CA parce que c'est trop de responsabilités, mais je serais capable d'assumer peut-être telle ou telle activité. Fait qu'à ce moment-là, ces gens-là, ils nous aident. Mais on a besoin de beaucoup de bénévoles, des voyants ou des semi-voyants, des fois, pour nous aider pour des activités. Tu sais, que je regarde comme au baseball poche, mettons, pour aider à faire le café, servir le café. Des fois, on a besoin des bénévoles comme ça, comme pour la logistique de la tenue de l'activité, là. Oui, c'est ça. Tu sais, les tâches que nous autres, on réussit à faire, mais que si on avait un voyant, que ça irait plus vite, puis ça serait peut-être plus facile. Tu sais, ça faciliterait les choses. Fait qu'il y a des multiples façons de s'impliquer, là. Ça veut pas dire de prendre la présidence ou la vice-présidence ou de prendre un poste au conseil d'administration. Ça peut être de donner, je pense, des suggestions d'activités aussi. Oui, c'est ça. Ça peut être ben oui, on est toujours ouvert aux suggestions. Puis de participer aux activités aussi, parce que c'est le fun d'avoir un bon taux de participation. Ben oui, parce que c'est ça qui nous dit si l'activité est intéressante ou pas. Si tu fais une activité et tu as juste 7-8 personnes, ben tu te dis, ben là, c'est signe que l'activité, elle fonctionne pas, elle n'est pas intéressante. Ça engendre beaucoup de frais, beaucoup d'énergie, ben oui. Finalement, pas beaucoup de participation. C'est ça. Fait que c'est important que les gens s'impliquent, que les gens participent. Puis, on a aussi besoin des voyants pour aider à guider. Tu sais, je dis, quand on fait des sorties, pour nous aider, pour nous guider, ces choses-là, on a besoin aussi des voyants, tu sais. Puis ça, je le dis souvent à l'émission, les voyants, c'est très important d'avoir des yeux, d'avoir des personnes qui ont le goût de donner un petit coup de main, des fois, qui n'est pas trop exigeant quand on voit, mais que pour les non-voyants, ça donne un bon coup de pouce. C'est ça. Tu sais, ça veut pas dire s'impliquer, ça veut pas dire à toutes les semaines ou à tous les jours, ces choses-là. Ça peut être juste à une activité, ça peut être juste à l'occasion d'une sortie, tu sais, quelques heures. Puis, je veux dire, on peut leur montrer, même si la personne n'a jamais été qu'une personne handicapée visuelle, il y a moyen de leur montrer assez rapidement comment guider la personne, tu sais. Comme je dis tout le temps, on ne mord pas, tu sais, même nos chiens ne mordent pas, mais nous autres non plus, on ne mord pas, il n'y a pas de danger. Puis ça ne s'attrape pas, je veux dire, il n'y a pas de danger, l'handicap visuel, c'est pas quelque chose qui s'attrape. Fait que, je veux dire, les gens, ils n'ont pas à avoir peur, puis tout ça, de nous aider, ces choses-là, parce que, tu sais, on est ouvert, puis tout ça, fait que je me dis... ils peuvent facilement nous aider. C'est pas des choses trop compliquées des fois non plus à faire. Puis on respecte aussi les limites de chacun. Tu sais, ça peut être dans le respect de chacun. Tu sais, il y a des gens qui vont être plus habiles à faire telle ou telle chose, puis il y en a d'autres, ça va être d'autres choses. C'est ça, selon vos capacités, puis selon vos intérêts, puis selon... Ben, c'est ça. On en tient compte. Puis même les handicapés visuels, ils peuvent s'impliquer, tu sais, pour faire des choses, pour nous aider. Des fois, on a besoin d'aide pour des activités. Puis les handicapés visuels aussi peuvent s'impliquer puis nous aider. Puis on a toujours... moi, je ne refuse jamais d'aide, là, tu sais, je veux dire, je me dis, les gens, ils peuvent... Les gens qui sont prêts, qui savent qu'ils sont capables d'aider, on les prend. Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'on a des critiques, mais ça, des critiqueux, il y en a toujours eu, hein. Que ce soit des handicapés visuels ou dans les gens en général, ça a toujours été. Mais des critiques positives, me dis, c'est toujours apprécié. Je veux dire, ça fait grandir. Ben, en tout cas, moi, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vont critiquer l'entrevue d'aujourd'hui parce que ça a été fort intéressant. Moi-même, j'ai appris plein de choses. C'est que si moi, j'ai appris des choses, il y a plein de gens qui ont appris des choses aussi. Puis, je les invite à
trouver les coordonnées du Cercle handicapé visuel Ville-Marie, d'entrer en contact avec toi, avec France Durette aussi. Durette. Oui. Je sais que vous avez une page Facebook. Je dis on, là, mais je suis membre, mais je suis pas sur le Non, CA. non. Mais je sais qu'il y a une page Facebook. Oui. Il y a moyen d'entrer en contact avec vous, puis de devenir membre si vous êtes non-voyant ou de devenir bénévole si vous êtes voyant, que vous avez le goût de vous impliquer. Ah, ben merci beaucoup. J'ai bien aimé l'entrevue. Ben Merci. moi aussi. Puis je te remercie beaucoup, Linda, encore une fois. Je remercie tout le monde à la maison et à la prochaine pour une autre émission de Cognitive.